Monsieur le ministre, Monsieur le professeur Tamer, représentant du secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Monsieur le directeur de l'Université internationale de Rabat, Madame la vice-présidente de l'association André Malraux, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis d'exprimer toute ma reconnaissance aux organisateurs de ce colloque dédié à André Malraux de m'avoir invité, moi qui suis un petit médecin, à y participer et pour m'avoir honoré en m'en confiant la présidence de la séance d'ouverture. Avant de céder la parole, comme il se doit, à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, permettez-moi de vous adresser à vous tous, au nom des organisateurs, mes remerciements pour avoir répondu si nombreux à l'invitation à ce colloque organisé en terre d'Afrique, au Maroc et dans cette ville de Rabat. Un colloque dédié à André Malraux, intitulé « André Malraux, l'engagement sans frontières ». Et de fait, André Malraux est un intellectuel engagé et un homme d'action qui appartient certes à la France, mais un homme dont l'engagement dépasse les frontières géographiques. Un homme qui a consacré une bonne partie de sa vie aux questions du monde et aux luttes des peuples divers et parfois lointains. Son engagement physique et intellectuel l'a mené à de nombreuses contrées, non seulement en Europe, mais aussi en Extrême-Orient, aux Amériques, et partout où il pensait pouvoir apporter sa contribution à la naissance d'un monde nouveau, un monde de liberté, de fraternité et de droit. Comme il a su effacer tout au long de sa vie et durant les 3 premiers quarts du siècle dernier, les limites géographiques de ses actions politiques et de ses engagements militants, André Malraux était un homme aux facettes multiples, aux intérêts variés, et dont la richesse de réflexion et la complicité de ses créations littéraires ont pu défier les limites multiples et variées des catégories d'expression, écrits littéraires, artistiques, cinématographiques, politiques et oratoires. Jean-Luc Godard n'a-t-il pas dit de lui que, et je cite, « peu d'hommes auront été, tour à tour, aimés ou détestés », et je pourrais ajouter, et souvent aimés après avoir été détestés, avec autant de passion, d'intérêt et souvent de considération. Il s'agit, ajoute Jean-Luc Godard, il s'agissait du plus fascinant personnage de la littérature contemporaine. Jean Lacouture, de son côté, qui a esquissé les vies successives ou parallèles d'André Malraux, selon son titre de la biographie qu'il lui a consacrée, mettait en exergue la part d'ombre qu'il oppose à l'enquête bibliographique. Le critique semble ne pas avoir parvenu à démêler le fictif et le biographique de l'image héroïque et historique de l'auteur. Fin de citation. Pour lui, comme pour bien d'autres critiques, en lisant certains écrits d'André Malraux, on n'arrive pas, dans certains cas, à déceler ce qui est une narration de faits réels, rapportés, ou d'expériences vécues personnellement. Et de fait, on reste perplexe, en même temps qu'admiratif, pour cet homme dont toute la vie fut engagement successif et parfois apparemment incompréhensible sur le moment, tellement son attachement aux valeurs de liberté et de fraternité ont évolué au gré des mutations politiques tout au long de sa vie et l'ont amené à corriger certaines certitudes, à revisiter quelques critiques, voire à les modifier, et on a abandonné que certains. Pour certains critiques, et notamment Janine Moussu-Lavaux, parmi nous, et Claude Tello, la vie d'André Malraux, je cite, ne fut pas linéaire. Elle a même été segmentée au point de devenir incompréhensible. Fin de citation. Selon eux, on peut même dire que ceci s'applique aussi bien sur le plan de ses engagements successifs, apparemment contradictoires,
que sur son œuvre littéraire, aussi variée que changeante, d'autant que ces deux dimensions s'imbriquent souvent et superposent parfois. Ainsi, les années 1924 et 1925, dans ces années, séjour en Indochine et en Chine, où il assiste à la grève insurrectionnelle à Canton, puis à celle de Shanghai en 1927. De cette période naquit son engagement anticolonialiste qui a inspiré ses écrits dans la revue Indochine, puis l'Indochine enchaînée, un engagement qui lui valait une condamnation de 3 ans de prison avant que la Cour de cassation n'annulât le jugement. De retour d'Extrême-Orient, il écrit La tentation de l'Occident en 1926, une esquisse de dialogue de deux cultures, celle de la Chine, de la Chine et l'Indochine d'un côté, et celle de la France de l'autre. Plus tard, ses ouvrages, Les Conquérants en 1927, La Voie royale en 1930, La condition humaine, l'espoir 1933, ces ouvrages illustrèrent la ferveur révolutionnaire et littéraire d'André Malraux. Il devint en 1935 un ardent défenseur des compagnons de route du Parti communiste, sans pour autant démontrer une réelle adhésion au marxisme, et encore moins au stalinisme. Cette même liberté d'esprit d'André Malraux, homme attaché aux valeurs de fraternité et d'unité, défenseur des droits, va l'amener à prendre une stature spectaculaire lors de ses engagements militants aux côtés des révolutionnaires espagnols, quand il s'engagea avec héroïsme dans l'aviation dont il fut le fondateur, l'organisateur et l'acteur, engageant sa crédibilité auprès de pays américains qu'il sollicita pour soutenir matériellement la révolution espagnole et participant avec courage et héroïsme au combat contre l'aviation franquiste. Toujours mu par ce sens de défense des droits et encouragé par le succès aussi de son ouvrage Les Conquérants, André Malraux et de toutes les luttes révolutionnaires, et s'associe à plusieurs actions militantes dont on peut citer son développement, son déplacement à Berlin pour la défense de Dimitrov, emprisonné par les nazis, son voyage à Moscou pour s'adresser aux écrivains soviétiques, sans pour autant qu'on puisse déceler chez lui une quelconque adhésion aux thèses marxistes, son animation à Paris du groupe d'intellectuels antifascistes. Cette évolution politique traduit plus son attachement à un certain nombre de valeurs et démontre la sincérité de ses engagements à un moment donné de sa vie que des reniements à ses profondes convictions politiques, comme le pensent certains. Tout au long de cette période militante, voire guerrière, André Malraux ne s'était pas éloigné de l'écriture et publia des romans dont André Gide dit, et je cite, « à le relire d'un trait parfaitement clair, ordonné, et malgré cela profondément enfoncé dans la vie, engagé et parfois insoutenable. » Fin de citation. Ce jugement s'applique bien à de nombreux écrits, tels que Le temps du mépris, dénonçant le système répressif nazi, L'espoir et la condition humaine, semblant épouser les tumultes de la guerre d'Espagne, et bien d'autres ouvrages littéraires et cinématographiques abandonnés ou réalisés, sur lesquels vous aurez certainement le temps de débattre et d'aborder les circonstances, d'en préciser les contenus et d'en déceler les significations historiques et culturelles. Mesdames et messieurs, peut-on s'arrêter à ces quelques références presque caricaturales? Tellement l'homme est complexe, tellement son œuvre politique est multiple, et tellement ses engagements déroutants. Lorsqu'il s'agit d'un homme qui, après un tel engagement révolutionnaire, rejoint le général de Gaulle en 1940 et devint son porte-parole, avant d'être, durant 10 ans, dès le début de la Ve République, son ministre des Affaires culturelles. Une période dont on doit retenir l'essentiel de ses apports qui furent de sortir la culture des salons feutrés et des opéras et autres lieux auxquels seule une frange de la population avait accès, et de rendre au peuple la création culturelle et artistique, grâce à l'ouverture des maisons de la culture dans de nombreuses villes, loin des cercles parisiens. Cette période restera aussi dans l'histoire grâce à ses discours, dont celui prononcé à l'occasion de la panthéonisation du plus célèbre résistant français, Jean Moulin,
avec son style incantatoire et ses intonations lyriques, semblables à celles du général lui-même sur les Champs-Élysées lors de la libération de Paris. Mais André Malraux glisse probablement de façon volontaire sur cette expérience politique, où certains critiques voient une trahison et une preuve de son éloignement de la gauche, alors que d'autres y trouvent des preuves de sa fidélité constante à ses valeurs, et que ce sont celles de la liberté et de l'esprit de la création. Aussi, André Malraux va consacrer les années suivantes à revoir, parfois à remanier, voire à revisiter ses anciens ouvrages et écrits, mais toujours guidé par la même liberté d'esprit, le même attachement aux valeurs de fraternité et de dignité de l'homme, et utilisant le large champ de la création. Ainsi, André Malraux est un homme qui appartient au monde, qui épousait toutes les causes qui lui paraissaient justes, au-delà des frontières géographiques, et qui se servait des diverses formes de création, les mêlant parfois pour affirmer ses engagements et défendre ses convictions. Le siècle que nous vivons, et dont le principal dogme est une financiarisation effrénée des rapports humains, et dont l'unique boussole est une mondialisation non maîtrisée, qui enrichit les plus nantis, qui appauvrit les plus démunis. Ce monde aurait bien besoin d'hommes et de femmes comme André Malraux. Des hommes et des femmes de principes et de valeurs, dont la liberté, la fraternité et le soutien au peuple écrasé ou oublié constitueraient la seule boussole pour guider les intellectuels et l'unique jauge à l'aune de laquelle les décideurs doivent prendre leurs décisions. C'est dire qu'André Malraux est aussi un homme de notre siècle. Et l'organisation de ce colloque en terre d'Afrique au Maroc en est la preuve. Je vous remercie. Je voudrais maintenant, si vous voulez bien, donner la parole à Monsieur le professeur Tamin, représentant Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie de Royaume. Monsieur le ministre, Madame la présidente de l'association André Malraux, Monsieur le représentant de l'Université internationale de Rabat, Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs, au nom de Monsieur le secrétaire perpétuel, Saab Jalil Hajmri, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Académie du Royaume du Maroc. Monsieur le secrétaire perpétuel s'excuse de ne pas pu être parmi nous. Il m'a chargé de lire un mot qu'il a rédigé à cette occasion. Mesdames et Messieurs, je suis privé du bonheur d'être des vôtres au cours de cette journée. Mais la préparation et le déroulement de la 45e session de l'Académie du Royaume sur le thème « L'Amérique latine comme horizon de pensée », dont la portée politique et culturelle devait être forte et déterminante, ont été quelque peu exténuants. J'avais fait remarquer à mes collaborateurs que la proximité des dates n'était clémente ni pour eux, ni pour une santé fragilisée depuis quelque temps. Un médecin exigeant m'interdit toute activité pour les 2 ou 3 jours qui viennent. Pourtant, je souhaitais apprendre avec vous à connaître André Malraux. Jeune étudiant, j'avais assisté à la conférence qu'il avait donnée au cinéma royal, ici à Rabat. J'ai essayé vainement d'en retrouver le texte. J'avais été ébloui par son éloquence érudite et captivante. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais lu et relu La condition humaine, et des préoccupations professionnelles m'avaient éloigné de son œuvre littéraire, que j'aurais aimé redécouvrir avec vous au cours de cette journée qui lui est dédiée. En France, le cinquantenaire de mai 68 sera célébré bientôt. Son soutien évident au général de Gaulle allait l'éloigner d'une jeunesse effervescente, et moi m'éloigner encore une fois de son œuvre, puisque l'enthousiasme dans les amphithéâtres de la Sorbonne et de Nanterre de ces journées m'éloignait de l'homme politique. Je suis persuadé aujourd'hui ici, dans cette institution qui l'accueille,
et dont j'ai la charge que j'avais commis l'erreur de m'éloigner de la découverte d'un des plus illustres représentants de la littérature universelle. Je souhaite pleine réussite à vos travaux. Abdeljelil Hajmri. Monsieur le représentant de l'Académie du Royaume du Maroc, Madame la présidente de l'association André Malraux, Madame la vice-présidente de l'association André Malraux, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais excuser M. Mouaddib, président de l'Université internationale de Rabat, qui ne peut malheureusement pas être avec nous pour l'ouverture de ce congrès, auquel il a apporté tout son soutien en raison d'un déplacement au Rabat. Il exprime ses remerciements les plus chaleureux pour tous les partenaires, les organisateurs et les participants à cet événement. Et c'est un réel plaisir pour moi que de prendre part à l'ouverture de cette rencontre autour de l'engagement de ce grand écrivain, intellectuel et homme d'État qui est André Malraux. Nous, Université internationale de Rabat, sommes très honorés de participer avec l'Académie du Royaume et l'association André Malraux à l'organisation de cette manifestation culturelle unique. Et je tiens à remercier, au nom de l'Université internationale de Rabat, toutes les personnes de ces institutions qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la réussite de cette rencontre, et dont notamment Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume et ses collaborateurs, les représentants de l'association André Malraux et ceux de l'UR, dont mon ami et collègue M. Moustapha Bencher, que je tiens à remercier pour son engagement. Je remercie également tous les intervenantes et les intervenants dans ce programme et toute l'assistance qui sont venus parfois de loin pour apporter des éclairages et tenter de comprendre à la fois la diversité et la complexité de la pensée d'André Malraux et les différentes facettes de son engagement. Les échanges lors de ce colloque partiront certainement du socle des valeurs chères à André Malraux et perpétuées par l'association qui porte son nom. Valeurs qui se fondent sur la liberté de l'esprit, la fraternité et la dignité de l'homme. Monsieur le Président de séance et le mot de Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des Royaumes ont d'ores et déjà planté le décor de la plateforme d'échange et des débats sur la personnalité de André Malraux, ô combien universelle et humaine. En hommage également à ses engagements en faveur de la culture et de la civilisation de l'autre et ses relations privilégiées avec le Maroc et l'amitié qu'il lui portait, les opinions partagées par nos invités ne manqueront pas d'apporter des éclairages, certes, sur l'histoire commune de la France et du Maroc. Et je tiens vraiment à souhaiter plein succès à cette rencontre. Et je tiens encore à renouveler tous mes remerciements pour tous les collègues qui se sont déplacés un samedi pour débattre de la personnalité d'André Malraux et de son legs pour l'humanité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la séance, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, mes chers confrères et consoeurs. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier C. Abdeljelil Hajmri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, pour nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui autour d'un thème qui nous tient à cœur, à savoir l'engagement au-delà des frontières. Et à la base, quand on avait pensé avec Anne et les autres amis de l'association à faire ce colloque, on avait pensé à l'engagement des jeunes essentiellement. Je voudrais également remercier, ne pas oublier de remercier Sitemer, qui a beaucoup travaillé avec nous, Madame Elmiri, Monsieur Ilah Lusfi, toute l'équipe s'était engagée avec nous du début jusqu'à la fin. Je voudrais également remercier Moustapha Bencher et le président de l'Université internationale de Rabat de nous avoir accompagnés en partenariat dans ce projet. Pour ma part, mon interrogation est simple. Je suis partie de la problématique suivante. Qu'aurait dit Malraux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Si Malraux était là, que dirait-il donc? Malraux aujourd'hui, il aurait été à coup sûr engagé, ça c'est sûr. C'était la rançon de sa liberté de penser et d'écrire, et nul doute qu'il nous aurait aidés à y voir plus clair face à un monde fortement perturbé, où l'inquiétude le dispute même à l'angoisse.
Qu'aurait-il dit en particulier Malraux à la jeunesse aujourd'hui? Tout le monde a en mémoire son appel à la jeunesse de France dans son discours du Panthéon en décembre 1964. Devant la dépouille de Jean Moulin, un appel à la mémoire, un appel aussi à la préservation des valeurs qui fondent une civilisation, celle de l'universel. En ce siècle, il y a tant de drames, tant de tragédies et de violences. Malraux, lui, n'aurait pas cédé à la sinistrose ni à la passivité. Il se serait sans doute dressé comme en 1936 en Espagne, en 1940 du côté de la résistance, du côté de la dignité, avec De Gaulle en particulier. Il s'inscrivait dans l'histoire, chacun portant et vivant sa propre légende, lui et Charles de Gaulle. Quel message demeure d'une vie bien remplie qui a été la sienne? L'homme était complexe, si complexe, ses facettes sont multiples. C'est celle de l'écrivain d'abord et sa célébrité après le Goncourt attribué à la condition humaine en 1936, suivra une plus longue séquence, axée, elle, sur des ouvrages sur l'art. Autre facette, celle de l'homme de l'art, autour du musée imaginaire. Il a aidé ses amis artistes, il a fréquenté les plus illustres, Picasso, Braque, Chagall, Rouault, Fautrier et d'autres. Son intérêt allait au-delà du monde occidental, s'étendant aux créations des 5 continents, comme on l'a écrit, il faut parler de l'œil de Malraux. La facette du politique de l'homme est tout aussi singulière. Homme de gauche, compagnon de route des communistes, rallié ensuite à De Gaulle, voilà bien un parcours qui a fait polémique durant des décennies. Même sa politique culturelle sera critiquée, soit parce qu'elle est considérée comme la culture d'un régime non démocratique, soit encore parce qu'elle relève d'un despotisme éclairé, matiné de paternalisme culturel, avec les maisons de la culture. Pour reprendre le vocabulaire macronien du président français, Malraux n'était pas un partisan. Il n'était pas un partisan d'un camp ou d'un autre, de la gauche et de la droite, mais il était ailleurs, selon la formule de Michel Jaubert. Dès son jeune âge en Indochine, il avait mesuré ce périple frappant tous les hommes, la négation de la dignité qui est en eux. Il l'avait d'ailleurs écrit en ces termes: « Nous voulons retrouver l'homme partout où nous avons trouvé ce qui l'écrase. » C'est cela le sens profond de son œuvre et de sa vie. Malraux ne sert ni une idéologie, ni un système politique. Il y avait chez lui autre chose, un humanisme dont on a besoin aujourd'hui, un humanisme qui surclasse et transcende les écoles, les dogmatismes, les clivages et les époques. Malraux, pour finir, c'est l'homme d'une histoire destin. C'est l'homme qui voulait donner de l'espoir à la condition humaine, pour reprendre les titres de ses livres. Je vous remercie.